Hubert, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, tout d'abord, je voulais remercier les amis du musée pour leur invitation. Je remercie aussi les archives municipales pour nous accueillir. Et puis, je vous remercie. Vous êtes un public très nombreux. Là, c'est même impressionnant. Mais merci à vous d'être venus. Donc, comme l'a dit Bernard Langlois, je suis un amateur de livres de collections populaires. Je ne suis ni universitaire ni chercheur, mais simplement voilà, passionné de livres et de collections anciennes, de romans populaires entre autres. Et j'aime bien chiner, et c'est comme ça je peux concilier ma passion avec la quête de tous ces livres anciens. Et on va parler aujourd'hui donc des premiers livres de poche, donc ces fameux livres aux couvertures illustrées. Un sujet familier, hein, parce que je pense que dans la salle, bien sûr, on a tous connu ces livres par les années passées. Et donc c'est quelque chose qu'on a tous eu entre les mains ou sur nos étagères. Moi j'ai toujours aimé ces livres anciens. J'en avais pour les vieux numéros, j'en avais une vingtaine sur mes étagères. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir un peu quels étaient les premiers numéros que le livre de poche a sortis, et voilà, pourquoi tel auteur. Voilà, je me suis mis à chercher, et j'ai fait des découvertes et des surprises aussi, parce que j'avais des ouvrages que je pensais originaux, et en fait, comme vous le savez, le livre de poche, au gré des rééditions, des retirages, donc parfois l'éditeur demandait à des nouveaux illustrateurs d'exercer leur talent. Donc c'est pour ça qu'on a des titres dans l'histoire du livre de poche qui ont connu plusieurs versions, enfin parfois 4, 5 ou 6 ou 7. Donc c'est très intéressant pour les collectionneurs. Voilà. Donc le livre de poche est né en février 1953 sous l'impulsion d'Henri Philippaki, qui travaillait chez Hachette. Donc c'était une filiale d'Hachette qui s'appelle la LGF, la Librairie Générale Française, donc que Philippaki a mis en place, et qui s'est mise en place pour éditer en collection populaire tous ces romans. Donc ces couvertures, c'est des couvertures dessinées, illustrées, hein, par des peintres, des illustrateurs. Et à cette époque, notamment en France, surtout, les illustrateurs, malheureusement, n'étaient pas crédités. Ça n'intéressait pas beaucoup les éditeurs, contrairement au milieu anglo-saxon. Dans les mêmes années, même plus tôt, les illustrateurs sont bien crédités, ce qui est intéressant. Et là, ce n'était pas le cas au livre de poche, donc ce qui était un peu difficile pour essayer d'attribuer les couvertures aux illustrateurs respectifs. Alors, on va commencer juste par une petite question. Qu'est-ce qu'un livre de poche au sens moderne? Enfin, quand je dis moderne, c'est 20e siècle. Donc, qu'est-ce qu'un livre de poche? C'est un livre donc de petit format, mais c'est pas le seul critère, bien sûr, parce que les livres de petit format, on va en parler, ont toujours existé. C'est un livre populaire et peu cher, donc qui est accessible facilement.
C'est un livre qui est fabriqué d'une manière industrielle, c'est-à-dire avec des gros tirages et avec des coûts de fabrication le plus faible possible. Donc ça, on va le voir par la suite, donc avec parfois des matériaux au début qui étaient un peu moindres. Et c'est des livres qui ont été très diffusés, donc avec une diffusion très dynamique. Voilà, donc c'est un peu tous ces critères qui vont définir le livre de poche tel qu'on va l'étudier donc avec la collection de la Librairie Générale Française. Alors je vous ai dit, les livres de poche petit format ont toujours existé, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur au XVIIe ou au XVIIIe siècle avec les bibliothèques bleues qui étaient diffusées par les colporteurs. Enfin, c'était des livres populaires, mais bon, la diffusion était quand même restreinte. Mais c'était du petit format, bien sûr. Mais plus près de nous, au XXe siècle, je vais vous montrer deux types de collections qui existaient. Donc, alors. Voilà. Alors, vous avez beaucoup d'éditeurs qui éditaient des romans populaires, des feuilletons, de la littérature aussi, des collections policières. Là, c'est le cas de cette photo. Là, j'ai ouvert un de mes cartons. Et pour montrer un peu le système, autrefois, c'était c'était le système classique des livres. Vous voyez en bas, voilà. Vous voyez le dos du livre, la couverture est arrachée, et c'est des livres qui étaient reliés donc en cahiers, et ces cahiers étaient cousus. Donc ça avait quand même un certain coût. Et même pour des collections populaires, donc c'est ce qui restreignait aussi la fabrication, donc qui était moins importante. Donc voilà, donc beaucoup de livres de ce type. Juste tiens pour un petit clin d'œil, juste au-dessus, là je vois on a Massacre à la Nisette. J'ai découvert ça en réouvrant mon carton. Je me suis dit c'est un polar et qu'il faut que je lise impérativement parce que ça doit être très instructif. Un autre type de collection populaire, c'était des livres de petit format aussi, mais qui étaient aussi cousus, donc, mais qui étaient avec des couvertures rigides, des couvertures cartonnées. Donc, dès les années 1910, il y a eu la fameuse collection Nelson. C'était un éditeur avec des livres souvent qui étaient avec un cartonnage beige et parfois en couleur et qui étaient recouverts d'une jaquette illustrée, donc une jaquette en papier. Dans le même type de fabrication, Hachette, donc déjà eux, avaient sorti à la fin des années 20 les fameuses bibliothèques vertes. Donc c'est les bibliothèques vertes d'autrefois. Hein. Je parle pour les gens de ma génération, c'est pas les bibliothèques vertes comme les Six Compagnons ou les Michel, mais ceux d'autrefois qui étaient tout verts avec des filets et il y avait juste le nom de l'auteur et le titre. Et ces livres étaient aussi recouverts d'une jaquette en papier. Et surtout, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'était la fameuse collection pourpre. Collection pourpre, donc je vous ai mis 6 exemplaires et j'ai enlevé la jaquette du 6e pour qu'on voit un peu le... Donc c'était des petits livres cartonnés aussi, même donc, comme la Nelson et comme la Bibliothèque verte, donc avec une couverture rigide. Et cette collection pourpre est sortie un peu avant-guerre, dans les années 38-39. Et elle a perduré jusque vers les années 58 à peu près. Ils ont eu 255 numéros à peu près. Donc c'était bien Hachette déjà qui avait cette collection.
Donc, quand Philippe Aki va lancer le projet du livre de poche, donc c'est pas vraiment, donc comme on le voit, c'est pas vraiment par le format du livre qui va innover, mais c'est plutôt par les coûts de fabrication et surtout de diffusion aussi. Donc, à l'époque, voilà, on a une nouvelle machine à brocher qui s'appelle Perfect Binder, qui permet des brochages résistants très rapides. Donc, ça va changer la donne chez beaucoup d'éditeurs. On a eu les anglo-saxons, notamment les éditions Penguin en Angleterre, qui ont commencé dès 1935 à sortir des livres sous ce format, enfin sous ce type de fabrication. Et aux États-Unis, il y avait les paperbooks aussi, donc, qui existaient aussi comme ça. En Europe, Penguin bien sûr, mais plus près de nous, en Belgique, on a eu les éditions Marabout qui sont sorties dans les années 49. Et en France, il va falloir attendre donc l'année 1953 avec le projet Philippe Aki. Philippe Aki était chez Hachette directeur des exclusivités et aussi il était chargé des relations avec les autres éditeurs, ce qui va considérablement faciliter les transactions à venir. Et donc le projet livre de poche de la LGF va rassembler près de 80 éditeurs. On peut citer les plus grands, Calman Levy, Albin Michel, Grasset et Gallimard, et puis beaucoup d'autres. Donc tous ces éditeurs vont mettre en commun des titres pour les éditer en version poche. Donc on est donc en 1953, c'est une nouvelle époque d'après-guerre qui recommence, et bientôt vont arriver des nouvelles générations de lecteurs, donc le livre de poche tombe à pic. Et ce livre va devenir on peut le dire, un objet de consommation, tout en restant tout en ayant un intérêt littéraire certain. Alors, si vous voulez, je vais commencer le petit diaporama. J'ai beaucoup de vues à vous montrer, parce que j'aimerais bien vous montrer les 100 numéros, ce qui représente 78 livres, en fait, avec les numéros doubles. Donc, parfois, on passera peut-être un peu vite sur certains, mais on va essayer de faire le tour. Et je vais vous donner quelques petites anecdotes. Et puis, je reviendrai sur un petit fil sur le livre de poche de temps en temps, au gré de la navigation. Donc, voilà le numéro 1. Donc, un roman de Pierre Benoît qui est sorti en 1918, Königsmarck. Donc, qui a été choisi. La couverture est de Félix Lacroix. Alors, Pierre Benoît, c'était une star littéraire dans l'entre-deux-guerres. Et jusque dans les années 60, il a écrit beaucoup de romans d'aventure, des romans exotiques qui se passent à peu près dans toutes les contrées. Et ce livre a eu un grand succès. 99 000 exemplaires vendus, dont plus de 870 000 en livres de poche. Et il a été adapté au cinéma plusieurs fois aussi. Voilà le numéro 2, donc un roman de l'Écossais Alexander Joseph Cronin. Archibald Joseph Cronin. Donc, nous, quand on était petits, on disait Cronin, mais c'est Cronin. Et Les Clés du Royaume. Alors là, une couverture aussi de Félix Lacroix, l'illustrateur. Et dès le numéro 2, ça se corse, parce que c'est un livre qui aurait dû être épais, parce qu'il est assez dense. Et le livre de poche, ils n'ont pas voulu acheter des colles américaines qui étaient vendues avec la fameuse machine Perfect Binder, donc des fameuses colles pour coller les dos.
parce qu'elles étaient assez onéreuses, plus les frais de transport. Donc Hachette a décidé d'essayer de fabriquer sa propre colle, et les premiers temps, ça n'a pas marché pour les livres épais. Ils se sont aperçus que tout partait tout partait en feuilles volantes. Donc il y a une solution très vite adaptée. Je vous montre la vue suivante. Hop. Donc le volume va sortir en 2 tomes. Voilà. 2 tomes, ce qui nécessite deux illustrations différentes. On en gardera une ensuite pour lorsque le livre sera retiré, une fois qu'ils auront résolu leur problème de colle, qui sera retiré en volume épais. Et c'est une numérotation, donc avec un numéro 2, 1 étoile, et 2 étoiles. Voilà. Dès le début, ça se complique un petit peu. Le numéro 3, Vol de nuit de Saint-Exupéry. Donc c'est tout l'univers de l'aéropostale en Amérique du Sud, en Argentine. La couverture est de Maurice Charles Raymond. Et donc un petit retour sur le fil livre de poche. À l'époque, les volumes simples coûtaient 150 francs. Alors c'est francs anciens, hein, bien sûr, on est en 1953, hein, je vous rappelle. 150 francs pour les livres anciens, et quand ils arriveront à sortir les livres épais, ils coûteront 250 francs. Alors 150 francs, à l'époque, pour vous donner une échelle, c'est plus cher qu'un journal quotidien, mais c'est moins cher qu'un magazine à l'époque. Voilà le numéro 4. Donc Ambre de l'américaine Kathleen Winsor. C'est le même souci que le numéro 2, c'est-à-dire que c'est aussi un volume très épais et qui va sortir en 2 tomes, que malheureusement je n'ai jamais trouvé, parce que c'est vraiment les premières années, ils sont durs, c'est des petits tirages. Donc je cherche encore, mais c'est bien. Et le livre a été aussi adapté par Otto Preminger en 1947. Il y a eu beaucoup d'adaptations, hein, donc ces belles couvertures voilà, qui ressemblent à des affiches de cinéma. Il y a un lien très fort avec de nombreuses adaptations à chaque fois. Le numéro 5, c'est l'anglaise Margaret Kennedy, La nymphe au cœur fidèle. Une couverture de Jacques Pecknard. Donc c'est un livre qui est sorti dans les années 20 à l'origine. Et ce livre a été aussi adapté 2 fois au cinéma, dans les années 30 et les années 40 en Angleterre. On passe au numéro 6, André Gide, donc la symphonie pastorale, qui est sortie à l'origine chez Gallimard en 1919. Et là, c'est un montage donc avec moitié illustration, et on a une photo du film de l'adaptation de Jean Delannoy en 1946, donc avec Michel Morgan, que vous avez reconnu. Et il y avait Pierre Blanchard aussi dans les rôles titres. Voilà, le numéro 7, donc La bête humaine. Là, on dirait carrément ce qu'on appelle les pulps américains. Là, c'est une très très belle illustration de Maurice Charles Raymond. Voilà, La bête humaine, qui est sortie dans les années 1890, d'abord en feuilleton, et puis après chez Charpentier, chez l'éditeur Charpentier. C'est le 17e, pour la petite histoire, c'est le 17e Rougon-Macquart. Et alors le livre de poche sortait il n'y a pas d'ordre, tout est dans le désordre, hein, pour les Rougon-Macquart, mais de toute façon on peut les lire aussi sans forcément de lien, même s'il y a des accointances entre certains romans. Donc plusieurs adaptations, il y a eu celle de Renoir en 1938 avec Jean Gabin et Simone Simon. Et il y a eu une adaptation américaine dans les années 50 par Fritz Lang avec Glyn Ford, qui s'appelait Désir humain.
Voici le numéro 8, Rosamond Lehmann, donc l'invitation à la valse. Donc l'illustration est de Étienne Lage. Alors juste un petit retour sur le fil, hein, depuis le début, toujours en dessous du logo du livre de poche, vous remarquerez, il y a toujours la mention texte intégral. Alors parfois c'est en toutes lettres comme ça, et parfois il y a un petit cartouche aussi qui va entourer la typographie. Et donc, dès le début, Philippe Aki a toujours insisté pour que les livres soient publiés sans coupure dans leur intégralité, ce qui était plutôt noble. Donc, d'où l'arrivée prochaine des livres plus épais. Voici le numéro 9, donc Capitaine Conan de Roger Vercel. Encore une couverture de Étienne Lage. C'est un livre qui est paru à l'origine chez Albin Michel en 1934 et c'était le prix Goncourt 1934. On se rappelle une belle adaptation de Bertrand Tavernier en 1996 avec Philippe Torreton et Samuel Le Bihan. Donc très très beau film et le roman est très bien aussi. Alors celui-là, je l'aime particulièrement, là, Les mains sales, une pièce de Jean-Paul Sartre, qui est sortie à l'origine en 1948. Et là, l'illustration, c'est carrément ambiance roman noir. Hein, donc, c'est... je pense qu'il y a des jeunes lecteurs qui ont dû acheter ce livre en s'attendant à tomber sur du Peter Cheney ou du James Hadley Chase et qui ont dû être un peu déçus, mais l'illustration est très belle. Et l'illustrateur, c'est Angelo Di Marco, c'est sa seule contribution au livre de poche. Et Di Marco, il est connu pour être un des illustrateurs vedettes de la revue Détective, qui appartenait d'ailleurs à Gallimard. Il y a eu aussi une adaptation avec Daniel Gélin et Pierre Brasseur. Quand je vais vous citer des acteurs, hein, on est vraiment dans une autre époque, mais moi j'aime bien ça. Ouais. Le numéro 11, donc un roman de Colette, L'ingénue libertine, une couverture d'Étienne Lage encore. C'est un roman qui est paru en 1909 à l'origine et qui a été adapté au début dans les années 15 avec Musidora, donc un muet, ça ne nous rajeunit pas, et Jacqueline Audry en 1950 avec Daniel Delorme. Alors, un petit retour sur le fil du livre de poche. Donc, on est sur un format qui est un peu spécial. C'est le format 11 cm sur 16,5. En fait, ils ont repris plus ou moins le format de la collection pourpre qu'on a vu qui existait auparavant. Et c'est un format qui va être imité quelques années plus tard quand Flammarion va sortir sa collection J'ai lu. Et ce format, le livre de poche, va le garder très longtemps. Donc le format va changer au livre de poche. Ils vont passer au 18 cm en 1994 seulement. Voilà, alors on arrive sur le premier numéro double, le numéro 12-13. Donc la saga de la romancière canadienne Mazo de la Roche, Jalna. Jalna, c'est le nom de la résidence et c'est l'histoire d'une famille canadienne de colons terriens, les White Hawks.
et il y a toute une saga avec beaucoup de livres qui s'étalent sur une centaine d'années, enfin dans l'histoire. Donc là, les problèmes de qualité de colle ont été résolus et enfin, on a une colle solide et qui va résister. Je crois que même qu'ils ils étaient même surpris par les résultats et maintenant ils vont pouvoir sortir les livres de poche épais, donc avec une numérotation double. Là, on est en novembre 53, hein, donc on est encore au début. Hein. Au début, les livres sortaient, c'était 3 ou 4 par mois. Voilà, c'était très peu. La cadence va s'accentuer. Et c'est quand même des tirages de 60 000 exemplaires. Hein, c'est beaucoup. Hein. La couverture est illustrée par Félix Lacroix, donc le même illustrateur que les deux premiers. Voilà, si le numéro 14, L'Hôtel du Nord avec un L apostrophe, hein, contrairement au film, donc de Eugène Daby. C'est un roman qui est paru à l'origine chez De Noël en 1929. La couverture est de Jacques Thévenet. Donc l'auteur s'est inspiré de son histoire familiale puisque ses parents ont tenu l'Hôtel du Nord, donc qui était le long du canal Saint-Martin, qui est de Gemap à Paris. Entre les années 23 et 42. Et Daby a travaillé occasionnellement comme garçon de café ou portier. Donc il a pu assister à pas mal de choses. Je pense qu'il en nourrit son roman. Donc on se souvient de la très belle adaptation de Marcel Carnet en 1938 avec Arletty, Louis Jouvet et Bernard Blier. Juste pour la petite histoire, la petite phrase d'Arletty, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère, ce n'est pas dans le roman. Hein, c'est une invention du dialoguiste qui était Henri Janson. Voilà une très belle couverture, encore un roman de Pierre Benoît, Mademoiselle de La Ferté, donc le numéro 15. Couverture de Maurice-Charles Raymond. Donc il y a eu une adaptation en 1949, un film de Georges Lacombe avec Jeannie Holtz et Jean Servet. Voici le numéro 16, donc un roman américain de Hemingway, L'adieu aux armes. Là, l'illustrateur est inconnu, on ne sait pas qui a illustré ce livre. Donc ça se passe sur le front italien en 14-18. Hein, vous connaissez l'histoire, c'est une romance entre un volontaire américain qui sert comme brancardier dans l'armée italienne et une infirmière britannique. Et il y a eu 2 adaptations au cinéma, une dans les années 30 de Frank Borzage avec Gary Cooper et Helen Hayes, et une en 57 de Charles Vidor avec Rock Hudson et Jennifer Jones. Le fil du rasoir, donc un numéro double, 17-18, William Somerset Maugham. Couverture illustrée par Félix Lacroix. Donc aussi une adaptation au cinéma avec Gene Tierney et Tyrone Power. Donc là, on est parti, les numéros doubles maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc les 100 premiers numéros, ça correspondra donc à 78 livres exactement avec ce système de double numérotation. Voici le numéro 19-20, donc Caput de l'italien Curcio Malaparte, qui est paru à l'origine en italien en 1944 et chez De Noël en 1946. L'illustration est de Jacques Demarchi et c'est les récits de Malaparte qui était correspondant de guerre sur le front de l'Est, comme il était italien, donc il était avec l'armée allemande. Donc. Voici le numéro 21, Pilote de guerre de Antoine de Saint-Exupéry.
Ce livre est paru conjointement en 1942, donc aux États-Unis, puisque Saint-Exupéry était exilé à cette époque là-bas. Et il s'appelait Flight to Arras. Et il est paru aussi en France à cette époque. C'était chez Gallimard. Il y a eu moins de 2000 exemplaires et qui ont été retirés dès le début 1943 par les autorités d'occupation. Donc je pense que ça fait la joie des collectionneurs, enfin le Gallimard d'origine. La couverture est de Félix Lacroix aussi. Voici le numéro 22, donc Marius de Pagnol, qui est le premier roman de la fameuse trilogie marseillaise. On ne connaît pas l'illustrateur de cette édition. Voilà, et on se souvient tous des adaptations avec, au cinéma avec Rému, Pierre Freinet et Oran de Mazis. Voici un numéro double, Le Général du Roi de Daphné du Maurier, romancière britannique. Couverture de Félix Lacroix, donc c'est un roman qui se passe pendant la guerre civile anglaise au XVIIe siècle. Peut-être le dessin est un peu plus moderne, mais il est très beau quand même. Voici donc le numéro 25, donc un roman de Vercors, de son vrai nom Jean Brulaire, donc, qui est paru clandestinement en 1942 aux éditions de Minuit. Jean Brulaire, il était aussi illustrateur, il a fait beaucoup de livres pour la jeunesse, et sous son vrai nom, hein, donc de Brulaire. Et pour la petite histoire, c'est lui qui a dessiné le logo des éditions de Minuit. Donc vous savez, l'étoile avec le petit M qui est juste à côté. Et on se souvient de la belle adaptation de Jean-Pierre Melville en 1947 avec Howard Vernon et Nicole Stéphane. Un roman américain de John Steinbeck, Des souris et des hommes. Une couverture de Maurice Charles Raymond. Donc voilà un livre qui est sorti chez Gallimard en 1939 et qui a été adapté 2 fois au cinéma. Une fois dans les années 30 et une fois dans les années 90 avec John Malkovich en tant qu'acteur. J'arrive au numéro 27, c'est La condition humaine de Malraux. Couverture inconnue, enfin l'illustrateur est inconnu. Il est sorti chez Gallimard en 1933. À l'origine, c'est le 3e et dernier volet de la trilogie asiatique de Malraux, mais le livre de poche l'a sorti en premier. Curieusement, oui. Mais pour la petite histoire, on va en reparler plus tard. C'est lorsque Gallimard quittera l'association du livre de poche au début des années 70 pour créer Folio, donc sa propre collection de poches. Ça sera ce roman qui sera choisi comme le numéro 1. C'est le numéro 1 Folio. Donc à partir de ce moment-là, le livre de poche n'aura plus le droit de l'éditer, bien sûr. Encore un livre d'Hemingway, numéro double, Pour qui sonne le glas, donc, qui se passe pendant la guerre d'Espagne. Une couverture de Maurice Charles Raymond, toujours, d'ailleurs, qui a pris soin de donner des traits de Gary Cooper au film qui est sorti 10 ans auparavant, là, en 1943. Donc c'était Gary Cooper, Ingrid Bergman au cinéma. Voici encore un livre de E.J. Cronin, la Dame aux œillets, le numéro 30. La couverture est de Jacques Pecknard.
Je reviens sur un petit fil livre de poche. Donc, je vous ai dit que la diffusion était très dynamique. Alors, outre les librairies, le livre de poche va bénéficier du réseau de distribution d'Hachette, notamment dans les gares. Parce qu'il faut savoir que Hachette, dès le milieu du 19e, avait ouvert des relais dans les gares pour vendre des journaux. Et d'ailleurs, j'ai percuté très récemment que ce qu'on appelle les relais H maintenant, c'est le H de Hachette. Voilà, c'était tellement évident que j'y avais pas pensé. Et donc, librairie, les relais de gare, ils vont être diffusés dans les supermarchés et drugstores et bientôt dans les stations-service aussi. Voici le numéro 31-32, Contrepoint de l'écrivain britannique Aldous Huxley. La couverture est de Jean Sidobre. Jean Sidobre, je vais vous en parler un peu plus tard, là. Et donc Huxley, très connu, hein, vous connaissez, c'est l'auteur du roman de dystopie Le meilleur des mondes, donc qui va sortir juste après. Et une petite anecdote, Huxley, donc très connu, écrivain britannique, mais qui vivait aux États-Unis depuis pas mal de temps, et sa mort est passée totalement inaperçue, puisqu'il est décédé le 22 novembre 1963. Donc voilà, cette date, 22 novembre 1963, c'est l'assassinat de Kennedy. Donc vous imaginez bien que la presse américaine ou internationale, elle avait d'autres choses à traiter dans les journaux du lendemain que de lui rendre hommage. Voici le numéro 33, Le mur de Jean-Paul Sartre, une couverture de Charles Popinot. Donc c'est un recueil de nouvelles, d'ailleurs les seules que Sartre a écrit. Voici le 34. Alors là, on n'est plus dans l'illustration. C'est une photo colorisée du film. Donc Thérèse Raquin de Zola. Donc, qui a été publié en feuilleton en 1867 à l'origine. Et il y a eu plusieurs adaptations au cinéma, dans un muet, il y a eu un film de Feder en 28, et puis le film de 53, donc de Carnet, avec Signoret, hein, qui est à l'écran, Raph Wallon et Jacques Duby. Voici le numéro 35, Le zéro et l'infini de Arthur Koestler, donc écrivain britannique d'origine hongroise. Une couverture de Claude Schur. Claude Schur, plus tard, il va faire une couverture totalement emblématique, livre de poche. C'était le fameux La Peste, mais qui ne fait pas partie de cette sélection, où on voit une ombre noire qui avance sur la ville. Un très, très, très beau dessin. Et donc c'est un classique de la littérature antistalinienne. Voici le numéro 36, un roman de Roger Vercel, Remorque, avec une couverture de Maurice-Charles Raymond. Et on se souvient de l'adaptation entre 39 et 41, un film qui a été fait avec beaucoup de difficultés, avec la déclaration de guerre, les mobilisations des uns et des autres. Donc un film avec Gabin, Morgan et Madeleine Renaud. Très beau livre et très beau film. Voici le 37-38, Famille Boussardel de Philippe Héria. Une couverture de Félix Lacroix. Donc la saga des Boussardel, c'est une saga de 4 romans, dont le plus connu s'appelle Les Enfants gâtés, et qui commence en 1815 et qui se termine un siècle plus tard. Il y a une mini-série au RTF en 72 apparemment.
Voici le 39-40. Alors, le chant de Bernadette de Franz Werfel, qui est un écrivain hongrois qui a vécu un peu en France du côté de Lourdes, donc tout s'explique, et qui s'est exilé aux États-Unis ensuite. Donc Bernadette, bien sûr, c'est Bernadette Soubirous. C'est l'histoire romancée de Bernadette Soubirous qui a attesté d'une quinzaine ou de 18 apparitions de la Vierge au milieu du 19e. Une couverture de Félix Lacroix. Alors pour la petite histoire personnelle, pour moi c'était le plus difficile à trouver. En fait c'est le seul qui me manquait. Donc c'est-à-dire que au niveau miracle, Bernadette elle n'est pas très partageuse, quoi. Parce que je ne l'ai jamais vue dans mes chines respectives pendant des années et je dois l'avouer à ma grande honte, c'est le seul que je me suis décidé à le commander sur un site marchand. Voilà, c'est totalement honteux, mais voilà. Mais avec les années passant, je ne l'ai toujours jamais croisé dans mes chines respectives, donc la honte s'estompe petit à petit. Un roman aussi, donc, qui n'est pas illustré, mais avec une photo colorisée, donc, de Jean de Lavarande, Né de cuir, gentilhomme d'amour. Donc, on reconnaît, donc il y a une adaptation de Yves Allégret en 52 et on reconnaît Jean Marais. Voici le numéro 42, Cola-Brognon, de Romain Roland. Ça se passe dans le monde paysan au début du 19e en Bourgogne. Et là, l'illustrateur est très très connu, puisqu'il s'agit de Jean-Claude Forest. Alors Forest, il va illustrer une bonne cinquantaine de livres de poche, et il est très connu dans le milieu de la bande dessinée, puisque Forest va créer des personnages comme Hypocrite et surtout Barbarella, donc une héroïne voilà, de science-fiction, qui sera adaptée au cinéma d'ailleurs avec Jane Fonda, je crois. Et Forest va illustrer aussi beaucoup de collections de science-fiction et de fascicules et de revues de SF, ouais, de science-fiction. Voici le numéro 43, donc les jeunes filles de Henri de Monterland, une couverture de Joachim Martibas. C'est le premier tome d'un cycle de 4 romans. Alors là, il y a une petite chose marrante que j'ai découverte sur YouTube. Vous avez pour les 60 ans du livre de poche, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu des interviews d'auteurs du livre de poche où on leur demandait dans lesquels on leur demandait leur attachement voilà, à la collection. Et parmi tous ceux qui se succédaient, il y a une interview assez rigolote d'Amélie Nothomb qui parle de ce roman et de cette couverture qu'elle trouvait totalement horrible. Et elle disait, mais c'est pas possible, c'est pas les jeunes filles, c'est les vieilles tantes, cette femme elle a au moins 40 ans. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Voici le numéro 44-45, Les raisins de la colère de Steinbeck. Encore une photo colorisée donc, du film de John Ford. Et on reconnaît Henri Fonda, très jeune. Numéro 46, Le troisième homme de Graham Greene. Alors deux choses. En fait, il y a eu. Je vais vous parler du film d'abord parce que le film est sorti en 1949, avec un film de Carol Reed avec Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli. Et je vous parle du film d'abord parce que le film est sorti avant le livre. Et en fait, Graham Greene a écrit d'abord un scénario pour ce film. Et une fois que le film est sorti, il a transformé son scénario pour sortir un roman. C'est presque ce qu'on pourrait appeler une novélisation, en fait.
Et la couverture est de Jean Sidobre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur cet illustrateur. Donc Jean Sidobre, qui est aussi connu pour avoir été un des nombreux illustrateurs avoir travaillé sur les romans du Club des Cinq dans la bibliothèque Rose, donc les aventures du Club des Cinq que chacun connaît. Et dans un genre totalement différent, sous un pseudonyme, puisqu'il s'appelait George Lévis, il a illustré des bandes dessinées érotiques qui s'appelaient Lise et Bette, qui étaient assez connues. Donc voilà, Lise et Bette, c'est deux jeunes femmes, une blonde, une brune, qui n'ont pas froid aux yeux et qui vivent des aventures totalement différentes de celles du Club des Cinq. Numéro 47, donc le cycle de Monterland continue. Là, c'est toujours une couverture de Joachim Marty-Bass. Là, c'est facile parce qu'on voit la signature là en bas. Donc, et c'est le tome 2 du cycle donc, des jeunes filles. Voici le tome 3, donc le démon du bien, toujours avec le même illustrateur. Et le quatrième et dernier tome, donc les lépreuses, numéro 49. Je reviens sur un petit fil de livre de poche. Je vais vous parler de la fabrication. Donc c'était un imprimeur qui s'appelait Brodard et Taupin, alors qui n'a pas travaillé exclusivement pour le livre de poche. Hein, ils imprimaient pour beaucoup d'éditeurs, et notamment pour Fleuve Noir, enfin pour des tas d'éditeurs. Ils se sont installés en 28 à Paris. Et donc Brodard et Taupin avaient acheté dès 1950 ces fameuses machines dont je vous ai parlé précédemment, ces machines Sheridan Perfect Binder. Donc qui permettait une cadence de brochage de 3000 brochages à l'heure, donc ce qui était assez considérable à l'époque. Et à la fin des années 60, ils vont s'installer en province à La Sarthe, à La Flèche, pardon, dans la Sarthe. À La Flèche, dans la Sarthe. Ouais. Et donc Brodard et Taupin avaient aussi inventé pour les couvertures une espèce de vernis qu'ils avaient fait breveter qui s'appelait Typolac pour les premiers exemplaires. Ensuite, ils ont travaillé avec une pellicule d'acétate de vinyle. Et après 1959, du polypropylène, donc qui donnait une espèce de petite couverture, de petite protection transparente. Donc voici le numéro 50-51. Alors c'est le même illustrateur que le cycle de Monterland, c'est Joachim Marty-Bass, donc Nana d'Émile Zola. Donc souvent adapté au cinéma. Il y a eu une adaptation en 1955 avec Martine Carole, un film de Christian Jacques. Voici un numéro double, donc encore un volume du cycle de la Canadienne Mazo de la Roche, donc les White Hawks de Jalna. La couverture est de Félix Lacroix. Donc je vous ai dit, c'est une saga. En fait, c'est une saga qui compte 16 romans. Hein, et aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, il y a eu beaucoup d'adaptations cinéma et télévision. Alors voici le numéro 54. Je vous ai mis la quatrième de couverture aussi, puisqu'elle répond à la couverture. Donc Les hommes préfèrent les blondes de Anita Loos. Anita Loos, c'est une Américaine qui était productrice et scénariste à Hollywood. Et son livre est sorti en 1925.
Donc c'est un montage avec une photo tirée du film de Howard Hawks en 1953 où on reconnaît Marilyn sur la couverture et Jane Russell sur la 4e de couverture. Celui-là, numéro 55, donc la putain respectueuse de Jean-Paul Sartre, suivi de L'Engrenage. Une photo colorisée du film de l'époque de Marcel Pagliaro avec Barbara Lage et Yvan Desny. Il y a eu très peu de tirages. Très vite, le livre de poche a fait un appel à un illustrateur pour refaire un tirage avec une autre illustration. Donc celui-là est assez rare. Je suis très content de l'avoir trouvé. Voici le numéro 56-57. Donc Elisabeth Gouge, d'ailleurs avec une petite faute sur son prénom, parce que normalement c'est écrit avec un Z à l'anglaise. La Cité des Cloches. Donc une couverture de Maurice Charles Raymond. Voici le 58, donc Hervé Bazin, Vipère au point, qui est sorti chez Grasset en 1948 à l'origine. Je ne connais pas l'illustrateur de la couverture, mais on dirait un photomontage aussi colorisé, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est un roman autobiographique. Pour la petite histoire, c'est dans l'histoire du livre de poche, c'est la 3e meilleure vente du livre de poche, avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Et sur le podium, on trouve aussi le journal d'Anne Frank, qui doit être avec un peu plus d'exemplaires vendus. Donc, je pense aussi avec des commandes scolaires, parce qu'il a été beaucoup étudié à l'école. Et si vous voulez tout savoir, pour le livre de poche le plus vendu, encore maintenant, qui ne fait pas partie des 100 premiers, parce que ça sera le numéro 1000, c'est Le Grand Maulne d'Alain Fournier, donc, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Et on se rappelle du téléfilm du début des années 70 de Pierre Cardinal, avec dans le rôle de Folcoche Alice Sapritch, qui était bien marquante. Voilà, numéro 59-60, Les Cloches de Bâle de Louis Aragon, qui est paru à l'origine chez De Noël en 1934. Le numéro 61, Les Conquérants de André Malraux, une couverture de Maurice Charles Raymond. Donc c'est le premier tome de la trilogie asiatique. Voilà. Et il est paru chez Grasset à l'origine en 1928. Voilà un numéro double, le numéro 62-63, donc L'amant de Lady Chatterley de David Herbert Lawrence. Alors c'est un livre qui est paru à l'origine en Italie en 1928, en anglais, mais qui est paru en Italie, parce qu'il était interdit en Angleterre, et qui est paru en France un peu plus tard, en 1932, chez Gallimard. Il n'est paru en Angleterre et dans le milieu anglo-saxon qu'en 1960. En fait, il y a eu un gros procès et il y avait une loi qui s'appelait le Obscene Publication Act. Donc, et cette loi, à l'issue du procès, a pu être détournée et les éditeurs ont pu faire sortir leurs livres s'ils arrivaient à prouver la valeur littéraire des textes. Donc, c'est ce qui a été le cas. Donc. La couverture est de Félix Lacroix. Donc, plein d'adaptations au cinéma. Il y a eu une adaptation d'Yves Allégret en 1955 avec Daniel Darieux, ce qui est un peu curieux, mais j'aimerais bien voir ça. En 81, une adaptation de Just Jaikin avec Sylvia Christel, que vous connaissez tous pour son film Emmanuel. Ça devait être un peu plus sulfureux que Daniel Darieux. Et une adaptation récente de
de Pascal Ferrand en 2007 avec Marina Hans. Ouais. Un livre de Cronin, toujours de l'Écossais, donc qui se passe dans le milieu des mineurs, sous le regard des étoiles. Couverture d'Étienne Lage. Donc c'est l'univers de la mine et tous ses protagonistes. Il y a eu un film de Carol Reed, juste avant-guerre, en 1939. Et ce livre a aussi inspiré un film beaucoup plus récent, là, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Billy Elliot, de Stephen Daldry, où c'est un petit garçon qui est censé prendre des cours de boxe et qui en fait va prendre des cours de danse à côté. Et ça se passe aussi dans l'univers minier. Ouais. Donc le numéro 65, l'anglaise Mary Webb avec Sarn, une couverture de David Thévenet. C'est la vie rurale anglaise, tout début 19e, enfin à l'époque, on pourrait dire à l'époque napoléonienne, mais les Anglais n'aiment pas beaucoup qu'on dise ça. Voici un roman américain, le numéro 66, de Erskine Caldwell, Le petit arpent du bon Dieu. On ne connaît pas l'illustrateur. Donc ça se passe, c'est un livre qui se passe à l'époque de la Grande Dépression, dans le milieu des pauvres blancs américains qu'on appelle les white trash. Et il y a eu une adaptation au cinéma avec Robert Ryan dans les années 50. C'est un film de Anthony Mann en 58 exactement. Numéro 67, L'homme traqué de Carco. Couverture de Cyril Arnstam. Donc Carco, comme beaucoup de ses romans, hein, c'est l'univers des prostituées, des souteneurs, des apaches. Voici le numéro 68. Donc Terre des hommes de Saint-Exupéry. Une couverture de Charles Popinot. Un numéro double avec un illustrateur inconnu, donc un roman de Zola, La faute de l'abbé Mouret. Il y a eu une adaptation de Georges Franju en 70 avec un Francis Huster tout jeune. Je serais curieux de voir ça. Ouais, mais ça... Voici un numéro double encore, Daniel Rops, qui est un pseudonyme de son vrai nom Henri Petiot. Alors, il a pris un pseudo, ça n'a rien à voir avec le docteur Petiot, hein, parce que Daniel Rops a écrit dès les années 1919-1920, et le docteur Petiot a sévi plutôt une vingtaine d'années plus tard. Hein, donc rien à voir. Donc le titre est tiré de la Bible, hein, c'est une phrase de Saint Paul. Et l'illustrateur, c'est Lucien Fontana-Rosa. Alors Lucien Fontana-Rosa, c'est un illustrateur qui va, là c'est son premier roman au livre de poche, mais il va en illustrer énormément, plus de 80. Et on va en reparler un peu plus tard. Voici le numéro 73, donc un roman de Georges Arnaud, hein, de son vrai nom Henri Girard. Alors pareil, pas d'illustration, là c'est les photos colorisées du film où on a mis Charles Vanel en couverture avec une accroche publicitaire. Et j'ai pas pu résister de vous mettre la quatrième de couverture qui vaut des points, là, parce que avec un slogan, hein, on pourrait dire totalement désuet maintenant, là, qui est quand même passé de mode. Hein. Voilà, à côté de Georges Arnaud, presque tous les auteurs du genre dur à cuire ont l'air d'enfants qui écrivent à leur tante vieille fille. Voilà. C'était une autre époque. Mais ça reste un très très bon roman et un excellent film, hein, bien sûr. Donc film
Voilà, film de Clouzot avec Montand, Vanel, voilà, Vera Clouzot. Numéro 74, donc le deuxième volet de la trilogie marseillaise de Pagnol avec Fanny. Donc, illustrateur inconnu, mais c'est le même illustrateur qu'on a vu pour Marius, donc qui est toujours inconnu. Voici numéro 75-16, Les grandes familles de Druon. Donc, ça a été le prix Goncourt 1948. C'est une couverture de Félix Lacroix. Voilà, c'est une saga de 3 tomes. Donc Druon, pour la petite histoire, c'est le neveu de Joseph Kessel. Et on se souvient tous de l'adaptation du film de Denis de la Patelière avec Gabin, Bernard Blier et Pierre Brasseur et les dialogues d'Audiard qui sont très percutants. Voici un numéro double encore de l'anglaise Daphné du Maurier, L'auberge de la Jamaïque. Une couverture de Félix Lacroix encore. C'est un film qui a été adapté par Hitchcock en 1939, alors sous le titre La Taverne de la Jamaïque. Il a changé l'auberge en taverne. Et Hitchcock a beaucoup adapté du Maurier, en fait, parce qu'il a adapté, outre ce roman, il a adapté aussi Rebecca et Les Oiseaux, qui sont des romans de Daphné du Maurier. Voici le numéro 79. Donc, il y a Un amour de Swann de Marcel Proust. Et l'illustration s'est tirée d'une peinture de Kees van Dongen. Donc le livre était paru à l'origine chez Grasset en 1913 et il a été Gallimard a vite récupéré l'auteur dès 1919. Ouais. Les cœurs détruits de l'Irlandaise Elizabeth Bowen avec une couverture de Jacques Demarchi. Encore un roman de Pierre Benoît, La Châtelaine du Liban, donc, qui est paru à l'origine en 1924 chez Albin Michel. C'était la maison d'édition de Benoît. Une couverture de Charles Popinot. Et grand succès, hein, plus de 675 000 exemplaires vendus au livre de poche. Il y a eu plusieurs adaptations au cinéma. L'équipage de Kessel, donc numéro 83, une couverture de Maurice Charles Raymond. Donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale dans une escadrille de reconnaissance et plusieurs fois adaptée au cinéma aussi. Une couverture que j'aime beaucoup, là, qui fait aussi très pulp américain, donc du romancier suisse John Knittel, Thérèse Etienne. Couverture de Félix Lacroix. Numéro 86, donc c'est la fin de la trilogie de Malraux, La Voie Royale. La couverture est de Forest, donc Jean-Claude Forest, qu'on avait vu précédemment. Et là, pour la première fois, le logo du livre de poche n'apparaît pas sur la couverture. On le trouve bien sûr sur le dos et sur la 4e de couve. Sans doute pour ne pas déséquilibrer l'illustration. Mais il y a toujours le texte intégral qui est toujours marqué. Le rêve de Émile Zola, numéro 87, couverture de Jacques Demarchi. C'est le 16e volume des Rougon-Macquart. Jean Martel, numéro 88, Le récif de corail, une couverture de Maurice Charles Raymond. Donc il a été adapté aussi au cinéma avec Gabin, Morgan, qui tournaient beaucoup ensemble, et Pierre Renoir. Voici le numéro 89. Bon, une couverture pas très élégante, avec un montage, avec une photo colorisée de Daniel Delorme, de l'adaptation cinématographique sur un fond vert. Donc le livre de Colette est paru chez Ferenczi en 1944.
Et il a été adapté plusieurs fois au cinéma, donc en 1949 par Jacqueline Audry, donc avec Daniel Delorme, qu'on voit sur la couverture. Il y a eu une adaptation, un spectacle à Broadway en 51-52 avec Audrey Hepburn. Et en 1958, il y a eu un film de Vincente Minnelli avec Leslie Caron, Charles Boyer et Maurice Chevalier. Numéro 90-91, donc André Mauroy, Les silences du colonel Bramble, les discours et nouveaux discours du docteur O'Grady. Une couverture d'Étienne Lage. Mauroy, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, a été interprète auprès du corps expéditionnaire britannique. Donc voilà, d'où ce livre. Le 92, Le cabaret de la belle femme de Roland d'Orgelès. Qui est sorti chez Albin Michel en 1919. L'illustrateur est inconnu. Et c'est plus ou moins la suite, donc c'est des histoires sur le front, hein, c'est la suite des Croix de bois de l'auteur. La route au tabac, numéro 93, de Caldwell, donc illustrateur inconnu. Il y a eu une adaptation de John Ford en 1941 avec Gene Tierney. Là, un livre assez curieux, L'œuf et moi de l'américaine Betty McDonald. Donc là aussi, le logo a disparu pour ne pas déséquilibrer l'illustration. Je me suis demandé, voilà, il y a plein d'auteurs qui ne sont pas encore édités au livre de poche. Enfin, on pense à Camus, voilà, enfin, plein de grands auteurs et pourquoi ils sont allés chercher ce livre. Apparemment, c'était un grand succès aux États-Unis puisque il y a eu une saga de plus de 8 films. Donc voilà. Illustrateur inconnu aussi. Numéro 95, donc Le destin de Robert Shannon. Couverture de Étienne Lage. Voici le 96. La chatte de Colette. Donc là, l'illustratrice, c'est l'artiste peintre Léonore Fini. Et non seulement le logo a disparu, mais aussi la mention texte intégral. Donc voilà, pour laisser toute l'illustration. Numéro 97-98, L'Assommoir de Zola. Donc, illustrateur inconnu. C'est le 7e volume des Rougon-Macquart. Donc, vous voyez, tous les Rougon-Macquart, ils les font sortir dans le désordre, hein, puisque l'Assommoir, le personnage principal, c'est Gervaise. Et on a vu précédemment, numéro 50, c'était Nana, qui est la fille de Gervaise, mais qui est parue précédemment. Donc voilà, c'est encore un numéro double. Ces numéros doubles au livre de poche vont perdurer jusqu'en 1966. Et à partir de cette date, donc il y aura toujours des livres épais, mais les volumes vont être numérotés, donc avec le numéro plus 1 étoile pour les volumes simples, le numéro et plus 2 étoiles pour les volumes doubles. Et parfois même le numéro plus 3 étoiles pour des volumes triples. Le lac Salé, donc de Pierre Benoît. Illustration de Charles Popinot, qui se passe dans le milieu des Mormons aux États-Unis. Le numéro 100, donc Notre prison est un royaume de Gilbert Cesbron. Donc illustré par Lucien Fontana-Rosa, qu'on a vu précédemment. Donc je vous ai dit qu'il a illustré beaucoup de livres de poche, plus de 80 numéros. Et Fontana-Rosa, il est très connu parce que
Je peux vous dire que, enfin, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on a tous eu du Fontana Rosa dans nos mains. Je vais vous passer la vue suivante. Voilà, donc ça vous rappelle des souvenirs. Donc voici le billet de 10 francs Berlioz. À l'époque, il y avait le billet de 50 francs Quentin de la Tour, le 100 francs Delacroix et le 500 francs Pascal. Voilà, donc ça c'est Lucien Fontana Rosa. Je reviens donc sur pour terminer là, donc Philippe Aki, la période Philippe Aki, c'était 1953 jusqu'en septembre 61, c'est la date de son décès. Et Philippe Aki va lancer aussi des collections au sein du livre de poche. C'est intéressant parce qu'il va lancer en 55 le livre de poche encyclopédique, le livre de poche historique, en 58 le livre de poche exploration. Bon, vous aviez le Kon-Tiki par exemple, enfin des choses où... le livre de poche classique aussi en 58, ce qui va permettre d'aérer un peu la collection générale, enfin la série générale. Il va lancer en 60 le livre de poche policier et en 61 le livre de poche chrétien. Et Philippe Aki, c'est lui qui dessinait les petits logos de ces collections. Et donc, à chaque fois sur le dos, il y avait un logo un peu différent. Vous connaissez tous le logo du livre de poche policier qui est très très beau, où on voit un chat noir qui fait le gros dos. Voilà, dans un ovale du livre de poche. Ensuite, vous avez eu une période Guy Scheller, donc de 61 à 69, qui va faire le livre de poche illustré, notamment avec des livres d'art, la collection Jules Verne en 66, le livre de poche pratique. Et c'est Scholler qui va embaucher quelqu'un qui sera très important plus tard au livre de poche, qui s'appelle Pierre Faucheux, qui est un graphiste qui va changer beaucoup de couvertures. Et ensuite, une période Bernard de Fallois, 70-75, donc qui va créer le livre de poche Simenon, le guide du livre de poche, la cuisine de A à Z, et l'anthologie de la science-fiction, donc tout des collections au sein du livre de poche. Et Fallois va vivre une crise assez terrible. Donc en 71, c'est Gallimard qui va décider de quitter le navire pour créer sa propre collection. Et c'est une grosse perte pour le livre de poche parce que c'est quasiment un tiers des titres qui s'en vont. Parce que Gallimard s'en va avec beaucoup d'éditeurs qui lui sont associés. Donc sur les 1500 titres, vous avez 357 livres chez Gallimard, 80 chez De Noël, 45 au Mercure de France, 34 à la Table Ronde, etc. Donc un gros coup, et le livre de poche, pour rebondir, va lancer une énorme opération ELF, c'est-à-dire avec les stations-service, où ils vont diffuser énormément de livres, alors qu'il n'y aura pas beaucoup de marge, mais en fait, ils vont gagner des nouveaux lecteurs, surtout, et ils vont gagner leur survie, surtout. C'était l'époque bénie, enfin, il ne faut pas le dire dans une municipalité écologiste, mais c'était l'époque bénie des stations-service où on repartait avec un Lucky Luke, un Astérix ou un Valérian, des figurines en caoutchouc ou des chiens en plastique transparent, et surtout des livres de poche. Et donc le livre de poche, je vous l'ai dit tout à l'heure, a inspiré donc beaucoup d'autres éditeurs. Donc dès 58, donc 5 ans après, c'est Flammarion donc qui va créer sa propre collection, donc qui s'appellera J'ai lu, des collections qui existent toujours. En 62, il y a 2 éditeurs qui vont lancer leur propre collection. Vous avez les Presses de la Cité qui vont lancer Presse Pocket, qui va devenir Pocket et qui existe toujours bien sûr. Et vous avez les éditions Plomb qui vont lancer 10-18. En 70, c'est les éditions du Seuil qui vont lancer Point, donc une nouvelle collection poche. Et donc en 72, avec donc Gallimard, comme on vient d'en parler, qui va lancer Folio, donc avec
avec une nouvelle collection. Donc le livre de poche, c'est la plus grande collection de poche française actuelle, avec plus d'1 milliard d'exemplaires vendus. C'est énorme. Actuellement, là, je vais aller faire un tour dans les librairies. Je ne me rendais pas compte. On est au numéro 37 500, à peu près. Alors, la numérotation du livre de poche, c'est un vrai problème, parce qu'il y a des manques, il y a des numéros non attribués, il y a eu des numéros réattribués. C'est très, très difficile. Je vous montre juste une petite bibliographie sommaire. Deux ouvrages plutôt généralistes, mais très intéressants, qui sont édités à l'Imprimerie nationale, par l'Imprimerie nationale. Robert Massin, l'ABC du métier, et Clémence Imbert, Les couvertures de livres, une histoire graphique. Très, très intéressant. Je laisserai aux amis du musée les coordonnées, puis si vous voulez leur demander. Et surtout, je voudrais rendre un grand hommage à monsieur Jean-Pierre Garcin, qui a édité en auto-édition. Il a une petite édition qui s'appelle Pinto Gabi. C'est le, en majuscule, enfin, le spécialiste du livre de poche en France. Et donc, il a écrit le guide de l'amateur du livre de poche de 53 à 82 et dictionnaire commenté des illustrateurs de couverture. Et c'est très très riche, j'ai appris énormément de choses, donc vraiment un grand coup de chapeau à ce monsieur. Donc je laisserai les coordonnées des éditions aux amis du musée. Voilà, si vous avez des petites questions, bah, c'est bien volontiers. Merci. Merci Hubert pour cette passionnante épopée, avec beaucoup d'humour, qui nous a beaucoup aimé. Moi, ça m'a rappelé plein de choses, effectivement, parce que mon père en utilisait beaucoup, parce qu'il voyageait beaucoup, donc il lisait dans le train. Et vraiment, je pense que ça va induire un certain nombre de questions. Il faut bien une première question. Est-ce qu'on sait, dans le processus de création des couvertures, si l'artiste a fait d'abord le dessin et ensuite quelqu'un est venu lui coller les titres, le cartouche, ça a dû faire l'objet de discussions assez sévères. Vous détruisez mon œuvre ou, alors, je ne sais pas. Alors pas forcément. À l'époque, c'était une époque assez rude pour les illustrateurs, parce que c'était une époque où des illustrateurs se présentaient leurs dessins aux maisons d'édition, et il y avait un petit comité qui disait tiens, celle-là elle est chouette, on la prend. Et on donnait un billet de 100, 200 ou 500 francs, enfin je sais pas, à l'illustrateur, qui dès que le billet était empoché perdait tout regard sur son œuvre, qui pouvait être découpée, qui pouvait être utilisée pour n'importe quel livre, ou pour c'était assez difficile pour ça. Ouais. Une autre question? Une question concernant le... attendez. Après, on me dira, moi, que je ne parle pas assez fort, alors vous... Merci. Une question concernant le numéro 2, les clés du royaume. Il se trouve que j'ai trouvé le tome 2 tout seul, mais il est apparemment daté de 1952 et pas de 53. Oui, en fait, la collection a été lancée en 52, enfin, elle était imprimée en 52 déjà. D'accord. Ouais, donc, moi aussi, les miens sont de 52. Ouais. D'accord. Ouais, okay. Tout à fait. Et ils ont été mis le temps de les diffuser sur le marché, de les présenter au public. Voilà, c'était le tout début de l'année. C'était, je crois que c'était même le 6 février 53 exactement. Ouais. Et pour vous rassurer, à propos de Bernadette, celui-là, je l'ai aussi acquis via Internet. Moi, j'aurais une question sur le problème des droits d'auteur. Vous nous avez donné les dates des premières éditions de chacun des titres avant qu'ils paraissent en livre de poche. Comment ça fonctionnait entre
le livre de poche et les éditeurs. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y avait des contrats généraux ou à chaque livre, est-ce qu'il y avait une répartition des bénéfices? Oui, je pense que les éditeurs, de toute façon, les éditeurs donnaient les droits aux livres de poche d'utiliser leur livre, mais je pense qu'il devait y avoir rétribution. Bien sûr, ça devait être des discussions. Ils ne se font pas de cadeaux, hein, donc je n'ai pas trop de détails sur les... Voilà, sur les discussions, mais voilà, j'imagine bien que le livre de poche ne pouvait pas puiser comme ça sans accord, certain, quoi. Donc chez les éditeurs respectifs. Une autre question? Moi, j'ai une question toute bête. Est-ce que le monsieur Philippaki a quelque chose à voir avec Daniel Philippaki et... Oui. En fait, c'est son père. Donc, Daniel Philippaki, c'est le fils qui a Salut fait, les copains. voilà, qui a fait. Il était aussi donc voilà, il était dans l'édition. Il a lancé beaucoup de magazines, dont Salut les copains, donc un public plus jeune. Le magazine Lui aussi, donc pour un public adulte. Et voilà, je crois qu'il était aussi un peu dans la musique aussi, ouais, donc il a fait des choses. Mais c'est le fils, hein, ouais, Daniel Philippaki. Une autre question? Non? Ah ben tout le monde est encore sidéré par votre présentation. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.